Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Discutons avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal. Elsie, la greffe entre Émilie Lessard-Terrien et QS n'a pas fonctionné. Tu sembles le dire dans ta chronique intitulée Manon et Françoise doivent être découragées, que c'est parce que Émilie est une femme. Vraiment, c'est-tu ça ou c'est plus les idées qu'elle défendait ou son style de faire de la politique qui ne fonctionnait pas? Tu sais, parce qu'on court tout de suite là, en disant, là, on sort tout de suite sur la conclusion, c'est du sexisme. Est-ce que tu es convaincu de ça? Ben, c'est un petit peu plus nuancé dans le sens où, en fait, ce que je dis, c'est que, tu sais, Québec solidaire, la genèse, là, dans le fond, c'était le mouvement d'option citoyenne de Françoise David et Amir Kadir, qui était chef de l'UFP. Donc, quand ils se sont fusionnés, pour que les deux partis, parce que c'est quand même des partis, tu sais, si on regarde l'UFP, là, c'était un parti très souverainiste et puis ancré très à gauche radical, si on peut dire. Le mouvement citoyen de Françoise David aussi, tu sais, avait pris de l'ampleur et tout ça. Donc, pour assurer que les deux partis aient vraiment leur place, puis dans une mouvance un peu là, tu sais, de la gauche et de la participation féministe et tout ça, ben l'idée d'avoir deux porte-parole, ben tu sais, je pense qu'à l'époque, c'était novateur, intéressant. Bon, la parenthèse, c'est qu'il n'y a personne qui reprend ce modèle-là, donc on n'est pas trop sûr si c'est un bon modèle. Mais pour, mais pour eux autres, pour l'agence santé, on a fait ça. Là. Il y en a deux là, pour la tête de l'agence santé. Mais il y a quand même une chef, là, il y a quand même la PDG. Puis moi, dans le fond, ce que je dis, c'est qu'il y a toujours eu deux co-porte-parole, mais en réalité, il y avait un vrai chef. Quand c'était Françoise David et Amir Kadir, c'était Françoise David, entre guillemets, la vraie chef, la chef parlementaire, celle qui participait au débat des chefs. Puis je pense que c'est elle qui, possiblement, à un moment donné, finissait par peut-être un peu plus trancher. Puis quand Amir Kadir a quitté, ça a été Andrés Fontecilla, qui était lui aussi un député, un chef extra-parlementaire, mais il habitait à Montréal, donc c'est facile d'être présent. Et lui s'est effacé aussi au profit de Françoise David. Quand c'était Manon Massé qui a pris la pole position, ben Gabriel Nadeau-Dubois était lui aussi, disons, en dessous, si on peut dire. Donc, il y a toujours eu, comme, entre guillemets, un vrai chef. L'enjeu, là, c'est que là, on a deux, entre guillemets, chefs de la même génération. Manon Massé, Françoise David avaient comme une espèce de stature, par leur expérience, ceux qui faisaient les débats des chefs et tout ça. Donc, tu sais, incarnaient, je pense, un certain poids moral dans QS qui leur permettait, à un moment donné, tu sais, de mettre fin à la récréation. Mais quand Gabriel Nadeau-Dubois, qui maintenant est le vrai chef, essaie de faire la même chose, ben là, lui, on l'accuse de toutes sortes de mots, puis peut-être de pas prendre soin des femmes. Puis je trouve que c'est peut-être un peu injuste envers Gabriel Nadeau-Dubois parce que, à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qui tranche, puis qui décide, puis qui gère aussi les budgets à l'Assemblée nationale. Puis là, c'est encore plus compliqué avec Émilie qui venait d'arriver, qui était pas au caucus, tu sais, qu'il n'y a aucun budget. Puis, tu sais, je regardais, c'est environ 1 000 $ le billet d'avion là, du Témiscamingue jusqu'à l'Assemblée nationale, ou sinon 9 heures de route. Donc, elle, c'était vraiment compliqué. Donc, QS, fait que je pense que pour revenir à ta question initiale, c'est que dans un parti féministe où on a une jeune femme comme Émilie Lessard-Terrien, ben c'est pas vrai qu'elle allait comme un peu se soumettre à l'autre co-porte-parole masculin, alors qu'à l'inverse, ça avait été fait dans le passé par le co-porte-parole masculin qui s'était mis un peu retiré par rapport à la co-porte-parole féminine. Puis donc, il y a comme pas un deux poids, deux mesures, mais je pense que c'est aussi un contexte générationnel, tu sais, parce que vu qu'ils sont jeunes, les deux. Et il y a quelqu'un dans l'équipe d'Émilie Lessard-Terrien qui a parlé des journalistes puis qui a dit, regarde, elle voulait pas être, tu sais, comme la femme, quand on parle des régions, la sort du garde-robe, elle parle un petit peu des régions, elle dit c'est 2-3 phrases, puis on la remet là jusqu'à la prochaine fois où on va parler des régions. Ça n'intéresse pas d'être rien que ça, la fille des régions. Ben, c'est bien évident, ça c'est sûr, sauf qu'en même temps, puis c'est là aussi où je trouve que, puis tu sais, moi je la juge pas, là, à un moment donné, elle fait le constat pour sa vie, pour sa santé, pour sa famille, pour son équilibre, de se retirer, puis de faire autre chose dans la vie.
Mais c'est sûr que 4 mois, 5 mois pour donner une nouvelle orientation au parti, c'est pas beaucoup de temps parce que, comme je le mentionnais, normalement, un député, là, ça a un bureau de comté. Bureau de comté, tu as 3-4 personnes qui travaillent pour toi. Ils vont gérer ton agenda, ils vont gérer, un peu ta présence médiatique. Il va faire quand même beaucoup de travail. Ensuite de ça, tu vas avoir un per diem pour te loger à Québec, ce que là, elle n'a pas non plus. Tu vas avoir accès au service de recherche de l'Assemblée nationale, donc du personnel de Québec solidaire. Là, elle n'a pas accès à ça. Donc, elle peut seulement utiliser les ressources de la permanence. Puis dans le contexte, ils ont perdu des votes, ils ont moins d'argent, ils ont congédié 3 personnes. Ça faisait beaucoup en même temps. Puis, je pense qu'ils ont juste pas été capables de prendre le virage assez rapidement. D'autant plus qu'elle, elle avait fait campagne pendant 6 mois de temps à sillonner les routes du Québec. Donc, elle devait être là, épuisée. Donc, elle s'attendait à être chouchoutée. Elle s'attendait effectivement à ce que sa voix soit plus entendue. Puis, ça n'a pas été le cas. Donc, elle a tiré la serviette. Je respecte ça au bout, mais, mais il y a un problème là, avec Québec solidaire, là, puis il y a aussi, ils se demandent, est-ce qu'on devrait plus se recentrer puis parler à la classe moyenne pour monter dans les sondages? Au contraire, on est de gauche puis on reste fièrement de gauche et radicalement de gauche. C'est pas évident, là, cette discussion-là à l'interne. Ben, tu fais bien de le mentionner parce que ça, c'est l'autre enjeu. Puis ça s'ajoute aussi à ce que, Catherine Dorion écrivait parce que oui, bon, le style de leadership puis peut-être le fait que, bon, ils n'ont pas trouvé leur espace, Catherine Dorion et Émilie Lessard-Terrien. Mais je me rappelle très bien que dans le livre de Québec de Catherine Dorion, elle parlait aussi de Manon Massé, là, qui à un moment donné avait dit à Catherine Dorion, faudrait que tu joues dans l'orchestre, là, ici, on a chacun nos rôles. Puis, c'est ça. À un moment donné, si on veut pas que ça fasse une cacophonie, chacun joue sa partition. Puis, des fois, c'est plate, là, mais il n'y a pas de note qui sort de ta flûte pendant une couple de jours. Puis, bon, sauf que c'est ça le problème aussi. Un parti politique, à un moment donné, chacun a des responsabilités. On donne l'éducation à un, la santé à l'autre. Puis, c'est pour éviter qu'il y ait 3 personnes qui arrivent au Parlement puis qui prennent le micro. Puis, moi, je suis pour ci, moi, je suis pour ça. Puis, à un moment donné, là, donc, QS, puis, c'est là le parti militant. Donc, on est révolutionnaire, on milite, on parle, au nom de la population. Oui, puis c'est sûr qu'il faut faire ça. Puis au nom des mouvements sociaux, mais à un moment donné, il y a des contraintes que quand tu participes aux commissions parlementaires, il y a des dossiers aussi, à un moment donné, tu peux pas être de tous les combats. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, je pense, et même Manon Massé, essayait de ramener ça. Puis la frange plus militante veulent rien savoir, ou en tout cas veulent moins participer à ça parce que là, ils ont l'impression qu'ils deviennent un parti, traditionnel. Mais les partis deviennent un peu traditionnels par la force des choses. Donc, c'est vraiment un gars. Et puis, ils n'ont pas fini d'en entendre parler, là. Ils s'en vont au Conseil national. Le Conseil national, c'est moins pire. C'est des délégués choisis. Mais ça va brasser, là. C'est ça, ils sont encore, c'est-tu un parti politique ou un mouvement populaire? Ils sont un petit peu mêlés là-dedans. Et en terminant, écoute, je t'ai pas vu hier. On était, ça a l'air, on a assisté au même spectacle. Tu veux parler du spectacle de Louise Latraverse? 83 ans, comédienne, elle est sur scène, super à l'aise, extraordinairement sympathique. Elle raconte sa vie, une vie incroyable. Pourquoi tu voulais me parler de ça? Ben, je voulais en parler parce que, bon, tu sais, le décès de Jean-Pierre Ferland, puis là, il y en a plusieurs, là, grands Québécois, Québécoises, Denise Bombardier qui est décédée, tu sais, qui vont nous quitter. Puis c'est des pans de l'histoire du Québec. Puis je trouve que le spectacle de Louise Latraverse, tu sais, je suis allée avec ma mère et ma belle-mère. Puis c'est sûr qu'elles ont adoré ça parce que, tu sais, ce qu'elle fait, Louise Latraverse, en parlant d'elle-même et de sa vie, qui est rocambolesque, parsemée d'anecdotes, puis elle se prend pas trop au sérieux. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Puis elle a une belle manière de livrer là, son message. C'est que elle parle de l'histoire des grands personnages culturels du Québec. Puis, évidemment, elle parle pas de tout le monde, là, parce que ça reste au cœur de sa vie, mais elle en a rencontré beaucoup. Puis, j'ai trouvé que c'était quand même rafraîchissant. Puis, ça rappelle l'importance d'inscrire ces moments-là dans l'histoire pour qu'on s'en rappelle. Écoute, tu sais, c'est une génération, tu sais, quand ils vont commencer à tomber les uns après les autres, puis je veux pas les nommer parce qu'on ne souhaite pas leur mort, bien sûr, mais tu sais, ils sont tous rendus à 83, 85, là, tu sais. À un moment donné, quand ça va se mettre à tomber, ça va tomber comme des mouches, puis, tu sais, c'est comme, je trouve que
on a coupé, tu sais, de OK boomer, ferme la ta gueule, on t'a assez entendu, le vieux boomer, puis tout ça. Ben non, ces choses-là, ces gens-là ont des choses à nous dire, puis c'est le fun d'écouter une femme de cette génération. Raconte-moi ta vie. Et ben moi, j'étais un peu frustré parce qu'écoute, elle était amie personnelle avec Bob Dylan, elle se tenait avec les Rolling Stones, elle gardait les enfants de Bob Dylan, elle fréquentait Janis Joplin, puis je trouve, elle raconte pas assez d'anecdotes. Elle dit, oh oui, j'étais avec Bob Dylan dans un party. Et ça se passait comment un party avec Bob Dylan? Là, elle passe à autre chose. Ça, j'étais un peu fou, mais quand même... Effectivement. Mais c'est important d'entendre ces gens-là qui ont eu des vies... cette génération-là, ils ont eu des vies incroyables. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que ça me rappelle, en terminant aussi, c'est que là, tu sais, on parle beaucoup là, des médias sociaux, puis des jeunes, puis de la découvrabilité là, des contenus québécois et francophones. Puis, tu sais, elle dit dans son spectacle, à un moment donné, je me rappelle plus c'est quel comédien, mais bref, que tout le monde n'avait pas le choix de regarder cette émission-là parce que il y avait juste un poste, puis tout le monde regardait la même affaire. C'est ça. Et donc, tout le Québec était branché sur la même chose. Puis on a eu des grands rendez-vous comme ça, avec le bye-bye. Bon, c'est encore un peu le cas, mais la petite vie, puis bon, les filles de Calais, tout le monde regardait les mêmes affaires. On avait tous, entre guillemets, les mêmes référents. On pouvait partager ces choses-là. Et là, je regarde mes enfants. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je regardais avec ma mère le vendredi, là, L'amour avec un grand A de Jeannette Bertrand, parce que, tu sais, j'avais rien d'autre à faire. Là. Soit que j'étais dans ma chambre à rien faire, ou que je m'assoyais, puis bon, j'écoutais ça. Donc, je l'écoutais un peu malgré moi. J'aurais probablement jamais regardé ça de ma sainte vie si j'avais eu le choix. Mais ça, tu sais, ça a rentré quand même. Et là, c'est difficile de faire ça avec nos enfants parce que la multiplication des écrans, chacun a son propre écran, son propre outil. Donc, chacun regarde sa petite affaire. Puis, ben, en plus, ils regardent même pas du contenu québécois. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va faire, ça, dans les générations futures. Tu sais, moi, je me considère un peu comme à la jonction là, entre notre passé. Là. Donc, moi, tout ce qu'elle racontait, je pouvais quand même... mais j'ai failli amener ma fille qui a 15 ans. Elle n'avait rien compris. Là, mais tu sais, on a chacun nos références, puis ils nous parlent d'artistes qu'on connaît pas. Puis moi, je peux parler d'une série qu'ils n'ont jamais vue puis qu'ils connaissent pas. On est chacun dans nos niches. Et c'était bien de voir ça hier. Elle a 83 ans. Elle est tout à fait charmante. Elle est charmante. Oui, à voir. Puis à voir, oui, c'est à la 5e salle à la Place des Arts. Puis parlez-y pas de Janis Joplin parce qu'elle l'a haï. Merci, Elsie Lefebvre. Salut. Au revoir. Bye.